Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, je sais déjà qu'on va parler d'un sujet qui va passionner la plupart des auditeurs, si ce n'est l'intégralité des auditeurs, puisque j'ai la chance et le plaisir de recevoir Laetitia Fall, qui est consultante en stratégie commerciale et qui va nous parler de comment je vends en 2025. Si vous ne la suivez pas encore sur LinkedIn, Laetitia a fondé Vendu, qui est son entreprise et qui est également le nom de son podcast dédié, on peut le dire, Laetitia, à la vente. Et je vous invite vraiment à l'écouter. Salut Laetitia. Salut, comment vas-tu, Sandy? Écoute, ça va très bien. Moi, je suis ravie de te recevoir. En off, je t'ai dit, je sais déjà que cet épisode va beaucoup plaire parce que la vente, trouver des clients, c'est un sujet qui passionne tout le monde, parce qu'on a une majorité de personnes qui est dirigeant d'entreprise, entrepreneurs commerciaux et même dans le marketing. Et les marketeurs, évidemment, on est toujours intéressés par savoir comment on peut mieux vendre et mieux travailler, d'ailleurs aussi avec les commerciaux. Donc, je te mets pas la pression, Laetitia, du tout. Non, je t'inquiète, j'ai pas l'impression. Je suis très contente de participer à ton podcast, donc très, très, très contente. Je vais essayer de donner le meilleur. Mais voilà, je vais te presser comme un citron pour extraire le maximum de conseils pour, tout simplement pour savoir comment j'aborde 2025. On va pas se raconter des histoires, sortir non plus les violons, mais on sait que c'est quand même une période où c'est pas la période des histoires, c'est plus facile de vendre. On va dire que ça comme ça. D'accord, ouais. Il y a des vrais challenges qui étaient déjà existants en 2024, mais qui, on va dire, vont pas forcément s'effacer d'un coup de baguette magique en 2025. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus vendre? Non. On va se dire quand même qu'on va arriver à vendre en Non, on va, 2025, on va, mais on va continuer à il vendre. va falloir user de stratégie. Et justement, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ma première question, c'est, toi, tu es quand même spécialisée t'es spécialisée dans plein de choses, mais il y a un Ouais. domaine sur lequel je voulais qu'on insiste un petit peu, c'est comment trouver des clients. Mhm. Aujourd'hui, évidemment, en termes de marketing, il y a tout ce qui est stratégie de contenu, mais on va pas forcément en parler ici. On va parler du bout de chaîne, par exemple, de tout ce qui est cold email, donc la prospection par email. Aujourd'hui, l'état de l'art en est où? Est-ce que ça fonctionne plus, je jette à la poubelle, je continue? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais. Du coup, non, on va pas jeter à la poubelle tout ça. En fait, effectivement, il y a plusieurs types de canaux pour générer des leads. Comme tu l'as dit, 2025, ça va être assez compliqué parce que tout simplement, il y a plus de monde, parce qu'effectivement, il y a une crise économique, parce que effectivement aussi également, les comportements des clients ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont plus éduqués et donc du coup, ils attendent beaucoup moins d'être contactés par des commerciaux. Ils ont l'information, ils peuvent la trouver, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut travailler beaucoup mieux ces approches, que ce soit sur tous les canaux. Donc, les canaux aujourd'hui qui existent, on appelle ça un peu outbound ou outreach, voilà, comme vous souhaitez. Ça En veut dire la gros, même c'est chose. d'aller, voilà, c'est d'aller chercher ses propres targets, ses propres prospects. Et donc, du coup, on va avoir évidemment l'email, donc le cold email, on va avoir le cold call. On va avoir Donc, aussi les appels également, à froid, hein, le cold call, c'est voilà, quand je exactement, téléphone. les appels à froid. J'en parlerai aussi également les événements et les salons. Ça reste aussi un canal où on va chercher effectivement les clients. Et après, il y a aussi également un autre canal qu'on oublie souvent, mais qui est la partie referral aussi également. Comment je me sers aussi également de clients ou d'anciennes connaissances pour aller targeter de nouvelles personnes. Voilà. Donc, Donc, de recommandations, ce qu'on va appeler. alors c'est de la recommandation, mais par exemple, tu vois, une chose que les gens ne font pas vraiment assez, c'est que typiquement, tu as pu bosser avec un certain nombre de personnes, parfois, qui sont parties dans d'autres boîtes. Et souvent, tu vois, ça peut être ton premier vivier de clients. C'est-à-dire que j'ai bossé avec toi, Sandy, tu travaillais, je donne un exemple, chez L'Oréal. Aujourd'hui, tu bosses, je sais pas, chez Eiffage. Et ben, du coup, d'avoir un suivi comme ça, J'ai désolée, fait hein, un grand écart, hein, quand même. c'est un grand écart. Et du coup, du coup, en fait, Eiffage peut être une target pour moi parce que, imaginons, je target les grands comptes. Et ben, du coup, en fait, j'ai une entrée. Et donc, là, du coup, je vais essayer de faire, je vais avoir un champion qui est déjà présent, effectivement, dans la boîte, qui peut me permettre de rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir avoir ce client. Donc, c'est pour ça que quand je parle de recommandation, c'est pas tout de suite de la recommandation, typiquement, Oui, comme de on pourrait clients, OK, entendre c'est plus, de clients. C'est comment, en fait, stratégiquement, toutes les personnes que je connais depuis toute ma carrière, surtout quand j'ai un réseau, comment je peux me servir d'elles pour pouvoir identifier de nouvelles boîtes et de nouvelles targets. Donc, c'est plutôt heu
C'est plutôt ça. Ok. Donc, du coup, tu es en train de nous dire qu'on peut continuer de vendre en 2025. Donc, déjà, bonne nouvelle. En 2025, vous pouvez continuer de vendre. C'est juste Complètement. que il va falloir s'y prendre un peu différemment. Moi, je vais juste revenir un petit peu sur ce que tu disais et qui est hyper juste. C'est qu'en B2B, on a des acheteurs qui sont bien informés. Alors, ils sont bien informés si vous faites aussi bien votre job, c'est-à-dire si vous mettez à disposition les bonnes informations sur votre site internet, si vous vous rendez visible. Donc ça, on est plus sur la partie marketing, mais c'est hyper, hyper important. Parce qu'aujourd'hui, on le dira jamais assez, le rôle du marketing, c'est pas d'occuper des commerciaux avec des leads. Enfin, pardon, on peut y contribuer, mais c'est pas notre rôle principal non plus. C'est de faire en sorte que les acheteurs potentiels vous trouvent et vous considèrent le moment venu où il y a un besoin. Donc ça, cette partie où on va pas évoquer ces stratégies-là parce qu'il y a plein d'autres épisodes sur le sujet. Derrière, il y a toujours un rôle du commercial de comment je vais aborder ma cible. Donc, on est d'accord, Laetitia, il faut savoir qui est sa cible aussi. Exactement, il faut savoir qui est sa cible. Si vous ne le savez pas, il y a des épisodes prévus à cet effet. Vous pouvez taper cible, My Marketing Podcast, vous avez une liste qui sort. Mais moi, je voulais te dire ça parce que tu as abordé la question du cold call, donc de la prospection téléphonique et la prospection par mail. Ça ne se fait pas au petit bonheur la chance. Il y a besoin d'avoir des fichiers, il y a besoin de qualifier. Peut-être tu vas nous en parler d'ailleurs, je ne sais pas. Donc, est-ce que pour toi, un des premiers canaux auxquels que tu as évoqué, c'est tout ce qui est la partie outreach, donc avec l'email. Ok. Aujourd'hui, l'email, pour moi, je mettrais l'email. Je ne mets pas les pieds dans le tapis sur l'email en 2025. Alors, du coup, je vais prendre plutôt l'email, le call et LinkedIn. Parce que pour moi, aujourd'hui, pour réussir, il faut faire les trois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des difficultés, c'est qu'il faut avoir un seul canal en commercial. Ça risque d'être compliqué. Parce qu'en fait, évidemment, on a un taux de réponse qui est le plus bas sur tous les canaux. Et donc, pour avoir en fait une chance d'avoir un volume quand même un peu intéressant, il faut être un minimum bon sur plusieurs canaux. Donc, ça peut être email. Omnicanal. Voilà, exactement. Donc, soit on peut faire email, téléphone, soit on peut faire téléphone, LinkedIn, soit on peut faire email, LinkedIn, peu importe. Par exemple, si on peut faire les trois aussi. On peut faire exactement les trois. Mais par contre, justement, alors, pour faire les trois, pour moi, en fait, si je dois un peu donner un petit peu un process. Typiquement, moi, en 2025, j'ai envie d'aller targeter un certain nombre de personnes. Déjà, en fait, une chose qui est à recommander, c'est de déjà avoir une idée bien précise de quelles sont les boîtes que je vais aller suivre en 2025. Tu parlais de ciblage. Elles doivent être prêtes. On doit avoir une liste qui est basée évidemment sur ses anciens clients, si on a des anciens clients, ou bien en tout cas sur celle qui est le plus à même d'avoir besoin de son produit au bon moment, etc. Donc, un peu le système de look-like. Voilà mes clients 2024. Et je vais chercher les mêmes, quoi, globalement. Quand j'ai cette liste-là, en fait, je vais l'affiner et la diviser pour pouvoir savoir quelle intensité je vais mettre sur les différents comptes. C'est ça une des problématiques, une erreur que les gens font quand ils démarrent sur la partie commerciale, c'est qu'ils vont attaquer et s'épuiser sur les cibles de la même manière. Je te donne un exemple concret. Typiquement, tu peux faire les trois, mais sur ton top ta top cible, quoi, d'une certaine manière. Par contre, peut-être que sur une cible un peu moins importante, mais qui rentre en fait dans ton ICP, ton client idéal, peut-être que tu peux faire un canal plus automatisé. Donc, pour donner vraiment encore une idée sur la partie ciblage, pour moi, ce qui a un peu changé par rapport à avant, c'est qu'avant, on avait des critères assez basiques qui étaient taille d'entreprise, secteur et puis bim. Sauf qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc, peut-être que j'imagine que tu as déjà du coup parlé de ces sujets-là dans le podcast, mais typiquement, aujourd'hui, il faut être capable, par exemple, sur son client idéal, d'aller chercher ce qu'on appelle des signaux d'affaires, des intent data, qui permettent de se dire, en fait, OK, ce client-là, là, par exemple, j'ai une liste, quels sont ceux que je vais prioriser? Ça peut être, c'est des clients qui utilisent tel outil. HubSpot, par exemple. Ça peut être, c'est des clients qui recrutent tel type de profil. Ça, c'est des choses assez basiques qu'on peut maintenant trouver un peu sur tous les outils. Assez facilement. Par contre, attention, c'est pas des choses pour pouvoir faire de bonnes approches, mais c'est des choses qui vont permettre de pouvoir affiner sa liste. J'ai une liste de 500 personnes. Comment je sais qui je vais prioriser? Eh ben, avec des critères supplémentaires qui sont au-delà de la taille, du secteur, etc., etc. Ensuite, plus évidemment, on a des critères et des signaux d'achat compliqués à trouver, plus on a un peu une secret sauce d'une certaine manière par rapport à ses concurrents, parce qu'on va du coup mieux cibler et avoir une meilleure approche. Je donne un exemple. On peut avoir des indices aussi, hein. On peut avoir des personnes qui nous donnent des infos. Exactement. Très, exactement. Mais par exemple, ce que je voulais juste dire par là, c'est que savoir qu'une boîte recrute tel type de profil, c'est pas suffisant, tu vois, pour pouvoir te dire je vais avoir une bonne approche. Ça te permet juste de segmenter, te dire cette liste-là, c'est la bonne. Ensuite, quand on a sa liste,
quand on l'a segmenté, moi j'aime bien dire on segmente sa liste en 3 tiers. Tiers 1, c'est vraiment les boîtes les plus importantes, celles sur lesquelles je vais mettre le plus d'énergie. Donc je vais faire du téléphone, du LinkedIn, de l'email, je vais les rencontrer en événement. En fait, en gros, je vais mettre plein d'efforts et peut-être cumuler aussi également Pour si on a une multiplier les points de contact, peut-être. exactement. Et avec le marketing, on va se mettre aussi également en relation en se disant, bah écoute, ça peut être pas mal de faire une campagne ads, par exemple, sur ces boîtes-là en particulier. Comme ça, on a du coup un peu le 360. Donc, des efforts marketing et des efforts sales en même temps pour pouvoir maximiser ses chances de les toucher. Sur le tiers 2, on va peut-être avoir pas moins de canaux, mais on va avoir quand même en fait des canaux, typiquement on peut en avoir 2 par exemple. Et sur le tiers 3, là on aura peut-être un seul canal et peut-être automatisé. Donc ça, je voulais juste dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est ici à une ère où il y a plein d'outils qui proposent l'automatisation. En tout cas, en 2025, moi, je considère que plus on automatise, en fait, on automatise quand on est très bon dans le process, quand on sait que ces messages sont bons. Au départ, on n'automatise pas, on teste à la mano, on regarde et on voit quelles sont les approches qui marchent. Donc, voilà. Mais typiquement, sur un tiers 3, des boîtes qui sont moins importantes, on peut aller Oui, on automatiser. peut faire cette automatisation. Voilà, exactement. Mais surtout pas sur le tiers 1. Donc, Voilà. on fait du prêt-à-porter sur le tiers 3 et on fait de la haute couture sur le tiers 1. T'as tout compris, super bien résumé, super bien résumé. Donc voilà, donc du coup là c'est vraiment cette partie-là, ciblage, j'identifie mes canaux évidemment, du coup je les répartis en fonction du potentiel de closing que je peux avoir, et puis enfin évidemment ce qui est le plus difficile là et ce qui devient le plus difficile en 2025, c'est les approches, c'est d'avoir des réponses des personnes. Là aujourd'hui en fait la problématique, je vais prendre canot par canot, on a le premier canal qui est l'email. C'est celui sur lequel les gens sont le plus à l'aise parce qu'ils se disent bah j'ai pas à être en frontal, j'envoie mon truc et je pars. Sauf que confort. le problème, c'est confort. Sauf que le problème, c'est que tout le monde reçoit énormément de mails. Beaucoup de gens, et je pense que même si vous regardez un petit peu vos comportements et que vous êtes vous-même démarché, vous rendrez compte que tu réponds vous-même pas trop. vous répondez pas. Et ceux auxquels vous répondez, c'est parce que c'est pertinent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris le temps. En fait, vous vous rendez compte que la personne vous a écrit parce que c'est pertinent, on est au bon moment. Vous avez un contexte, vous avez vraiment le contexte de pourquoi en fait ces personnes vous contactent. Comme je disais, on est au bon moment et vous avez un call to action assez clair. Donc ça, c'est une chose. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous écrivez vos mails, il faut qu'ils soient courts, il faut qu'il y ait un contexte. C'est-à-dire qu'il faut pas, quand je parle d'un contexte, c'est pas forcément, attention, hein, pertinent et personnalisation, c'est 2 choses différentes. Parce que souvent, on a confondu les choses. L'idée, c'est pas forcément de personnaliser tous ces emails, mais en tout cas d'être pertinent, de dire un contexte. Je sais pas, par exemple, voilà pourquoi je vous contacte, parce que je sais pas si par exemple je vous contacte parce que je vends une solution d'email, par exemple, pour permettre de faire en sorte de générer des leads. Et ben du coup, je vais pouvoir mettre un contexte. Voilà, j'ai vu que vous aviez eu X% de croissance sur les commerciaux que vous avez recrutés, par exemple. C'est un contexte. Généralement, les boîtes qui sont dans ce cas-là, elles vont avoir ça comme problème. Nous, on le résout comme ça. Et voilà pourquoi je vous contacte et voilà ce que j'aimerais faire de vous, globalement. Donc là, c'est pertinent. Il y a un contexte qui est pertinent. Il y a un contexte qui est pertinent. Ensuite, on sait pourquoi on te contacte aujourd'hui et maintenant. Donc ça doit être visible. On parle d'abord de son prospect. Ça, c'est un peu comme le marketing, hein, c'est toujours les mêmes règles. Et puis surtout, et même dans la vie, j'ai envie de vous dire, hein, si vous voulez vraiment que quelqu'un s'intéresse à vous, commencez par vous intéresser à lui. Exactement. Il faut être court. Pas de pavé, parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des gens lisent leur email sur un téléphone. Donc, en fait, à partir du moment... Alors, maintenant, il y a des outils d'IA qui permettent de pouvoir prévisualiser ce que votre mail donne sur un téléphone. Bon, c'est des... J'utilise pas encore ça, moi, tu vois. Mais, tu vois, il y a un outil qui s'appelle Lavender, etc. Et c'est assez intéressant parce que quand je le montre, je leur dis, bah voilà, tu vois, là, ton mail, tu dois au moins scroller 2 fois. Tu dois faire ça. Donc, c'est quelque chose que la boîte, elle fera pas, en fait. Parce que déjà, recevoir un mail de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, c'est une friction. Alors, en plus, scroller, c'est une double friction. Donc, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'un mail, ça ne doit pas faire plus de 50 mots, 80 mots, généralement. Donc, c'est extrêmement court pour que ce soit. Il faut que ce soit pertinent. Donc, il faut être court et pertinent. Et en même temps, sur le call to action, je vais ajouter quelque chose. C'est que jusqu'à 2024, le nouveau truc qu'on disait, c'était aux gens, on leur disait, ne posez pas le rendez-vous directement. Ne demandez pas le rendez-vous directement. Essayez d'intéresser la personne. Par exemple, vous pouvez finir en disant voilà ce que j'ai fait pour telle ou telle personne, voilà ce que ça a permis. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Est-ce que vous êtes partant pour en parler? Et ou bien est-ce que vous êtes partant pour que je vous partage une vidéo, ou je vous partage un use case, etc. L'idée, c'était de déclencher la conversation. On est toujours là-dedans. L'idée, il faut voir l'email pas comme un truc où je vais avoir un oui ou un non. Ça arrive très rarement. C'est plutôt essayer de commencer à susciter l'intérêt et de déclencher des conversations. Donc, typiquement, quelqu'un qui va dire, bah, dites-moi en plus.
et on va prendre son téléphone derrière. Donc ça, c'est déjà avoir changé de mindset et de dire en fait, non, vous n'allez pas envoyer des emails en masse et recevoir plein de rendez-vous. Vous allez du coup envoyer des emails et avoir en fait des débuts de conversation. Et il faut avoir les moyens. Et là, du coup, Sandy, bon, c'est toi qui es la spécialiste là-dessus, avec le marketing, avoir du contenu, etc., qui permettent d'alimenter cette conversation et de pouvoir arriver à un rendez-vous. Donc ça, c'est un peu le changement qu'il peut y avoir sur la partie email. Voilà. Donc finalement, l'indicateur de performance sur les campagnes de prospection par email, c'est plus forcément uniquement le nombre de rendez-vous, mais c'est peut-être le nombre de conversations amorcées. Exactement. C'est vraiment pour moi le nouveau KPI, que ce soit sur à la fois email, que ce soit sur LinkedIn, c'est pareil. Sur LinkedIn, on a à peu près le même fonctionnement. Il faut être intéressant pour intéresser les gens. Mais du coup, ça veut dire que, pareil, on doit être encore plus court. Là, on n'est pas sur des 80 mots. On doit du coup, c'est ça qui est un peu difficile aujourd'hui. Et le changement, c'est que parfois, on voit beaucoup des gens qui font des copier-coller d'emails sur LinkedIn. Ça, c'est insupportable parce que, en fait, déjà encore pire, quand je suis sur un réseau social, je vais encore moins vouloir scroller. Donc, en fait, il faut se comporter comme sur un réseau social, comme on se comporte sur Instagram. Donc, avoir une discussion avec quelqu'un, poser des questions, etc. Donc, ne pas aller chercher c'est contre-intuitif parce que faut pas essayer d'aller chercher le rendez-vous tout de suite. Faut déclencher des conversations pour pouvoir avoir le rendez-vous. Mais évidemment, les gens sont pas bêtes, en fait. Quand vous allez contacter des gens, vous leur posez une question, ils savent très bien que LinkedIn, c'est quand même un terreau de business. Et quand vous posez des questions, etc. Mais il faut avoir cette subtilité de pouvoir avoir une discussion comme vous pourriez l'avoir dans un événement de manière naturelle et essayer de le transposer dans les réseaux sociaux. C'est un peu ça qui va changer. Après, c'est pas si grave si les gens se doutent que c'est pour une raison commerciale que vous posez des questions. On peut dire, on en est tous là. C'est juste faut être pertinent. Les gens en ont marre aujourd'hui du truc de, je sais pas, par exemple, un truc qu'on reçoit beaucoup aujourd'hui sur LinkedIn, c'est bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ta boîte. Vous faites ça, c'est ça? C'est bien ça? Bon, ça, c'est pas une question. D'ailleurs, en plus. Oui, en plus, tu passes pour un con, excuse-moi, parce que t'es pas capable d'avoir compris. Exactement. Et surtout avec l'IA aujourd'hui, tu peux très bien aller regarder un site. Moi, ce qui m'insupporte, c'est je peux te poser une question? Voilà. Ça me rend complètement hystérique parce que une fois, deux fois, mais c'est tout le monde qui te fait cette accroche. Bon, faut arrêter les gars, je veux dire. Exactement. Du coup, en 2025, on se dit, on arrête. Ça, c'est fini, d'accord? Stop. Exactement, là, je suis d'accord. En plus, c'est important de voir en fait qu'est-ce qui nous agace nous et pour pas les faire. Donc, je pense que c'est important de le dire. Mais du coup, tu vois, genre, effectivement, avec l'IA aujourd'hui, tu peux très bien aller regarder un site, demander à l'IA, est-ce que tu peux me faire un résumé, me dire c'est quoi la proposition de valeur de ce truc pour construire tes approches, par exemple. Mais tu vois, sur LinkedIn, tu as plusieurs formats parce que j'ai parlé de. On pense souvent à l'écriture. Moi, j'utilise beaucoup la vidéo, par exemple, et il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de malade mental. On peut utiliser juste son smartphone parce que, par exemple, moi, je suis moins à l'aise parfois sur un copywriting léché. Donc, typiquement, je sais que sur l'oral, je vais être un peu plus impactante. Je vais avoir une énergie un peu différente. Donc, si c'est votre cas, utilisez par exemple le vocal ou utiliser la vidéo. Mais ce que je voulais dire sur la partie LinkedIn, c'est que aujourd'hui, les gens, c'est toujours en fait effectivement la pertinence. Donc de poser une question, mais surtout pas poser une question qui demande en fait trop de réflexion ou de construire trop une réponse. Souvent, les gens vont dire j'ai vu que tu as ça, c'est quoi tes enjeux ou c'est quoi tes enjeux ou ta stratégie d'ici? Je vais jamais te répondre. J'ai pas le temps en fait. Déjà, si sur LinkedIn, le temps ou pas forcément assez de, même l'envie, de confiance en toi pour te partager ça maintenant, quoi. Exactement. Du coup, pour moi, c'est effectivement que ce soit sur LinkedIn ou même par email, mais un peu plus sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, c'est poser des questions qui permettent juste de nécessiter d'une réponse oui ou non, typiquement. De dire par exemple, j'en sais rien, si je prends un exemple, ok, j'ai vu que par exemple typiquement vous avez ça comme sujet actuellement. Généralement les boîtes que j'accompagne qui ont ce genre de sujet, voilà les petites problématiques qu'ils rencontrent. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Oui ou non, tu vois. Non. Voilà. Et du coup, ça nécessite. D'où l'importance d'avoir hyper bien d'ailleurs travaillé sa cible client, la compréhension de leurs besoins et de pas y aller à fleur au fusil. On va voir ce que ça donne, quoi. Ok, donc ça c'est LinkedIn pour l'email et pour la partie cold call, enfin pour la partie prospection téléphonique. 2025, ce qui va être dur, c'est qu'en fait aujourd'hui, on va dire 2024, tout le monde a beaucoup multiplié parce que justement les gens étaient moins bons sur l'email. Et LinkedIn, c'est pour ça que moi, en fait, un peu ma reco, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce qui va beaucoup changer, c'est qu'il va falloir être
enfin, vu que l'IA aujourd'hui produit des mails et des messages LinkedIn un peu pour tout le monde, les gens utilisent l'IA, du coup ça crée en fait, un niveau de médiocrité pour tout le monde, donc des messages un peu Très médiocres pour tout le homogène monde, d'ailleurs, hein. très homogène, très générique, et cetera. Du coup, pour sortir du lot, va falloir être, super bon en fait en email et en LinkedIn. Donc ça veut dire que généralement, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est que, si vous avez les moyens, c'est de faire appel à des gens, voilà, qui savent gérer ce genre de choses. Moi par exemple, typiquement, je sais faire des emails, mais je suis pas experte là-dessus. Il y a des gens, c'est leur job de travailler sur du copywriting, du messaging tout le temps, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Sur le call, donc tout le monde a fait du call en fait en 2024 parce que comme ils étaient pas très bons, ils avaient pas de réponse, ils compensaient sur le call. Ce qui est fait que tout le monde fait des calls, les gens n'en peuvent plus. Donc moi, d'ailleurs, j'ai beaucoup vécu ça cette année, de m'en faire envoyer balader. Donc pour moi, il y a 3 choses en fait. Alors déjà, évidemment, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir plein d'outils comme, alors je sais pas, je vais peut-être pas les citer, mais bon, si je pourrais les filer à Sandy si elle veut les mettre en On description. pourra mettre des outils en description, ouais. Voilà. Mais du coup, qui permettent d'avoir des 06. Bon, ça ennuie beaucoup des boîtes d'avoir parfois à être appelé sur le personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à appeler sur les téléphones personnels. Bon, la plupart quand même des numéros sont professionnels dans ces outils-là, donc vraiment de les utiliser pour pouvoir avoir une bonne approche. Ensuite, pour moi, ça nécessite, c'est pareil que l'email et LinkedIn, en fait, ça nécessite de travailler un script. On va pas à la fleur au fusil quand on fait du cold call. Et donc, du coup, un truc qui est vraiment important, c'est pareil, en fait, c'est être bon en marketing, c'est-à-dire d'avoir fait ce travail marketing de messaging pour, faire les bons emails, faire les bons messages LinkedIn, mais aussi faire son bon script. Finalement, si vous êtes bon en email, si vous avez bien compris vos clients, vous serez bon aussi. Faut être court, faut être impactant. Donc, toujours pareil, faut être pertinent. On est quand même dans une société aujourd'hui qui est la société du consentement. Donc, faut pas hésiter à dire, voilà, en fait, j'essaie de vous contacter depuis un petit moment parce que j'ai vu ça, typiquement. Est-ce que vous avez du temps pour que je vous explique pourquoi j'ai envie de parler avec vous et pourquoi je pense que c'est important. Donc Donc, l'autorisation, le consentement de... c'est vraiment le consentement parce qu'aujourd'hui, en fait, parfois, je vois des gens, l'erreur à faire, c'est de vouloir parler hyper vite, essayer de faire Oui. bonjour. Pour que l'autre qui puisse pas parler. Ouais, voilà ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais prendre un rendez-vous avec vous parce que non, vous voulez prendre un rendez-vous? Oui, ok, d'accord. Bon, ça, typiquement, il y a des gens qui arrivent, je vois beaucoup de vidéos YouTube qui parlent qui montrent des scènes comme ça. Ils vous montrent qu'ils ont pris le rendez-vous. En réalité, ce qui se passe réellement, c'est que vous n'avez pas la suite d'après. C'est que c'est des gens qui se font ghoster. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra avoir le chiffre oui. de gens. Moi, typiquement, des rendez-vous comme ça, les personnes se disent, je me suis sentie piégée. Bon, je prends le rendez-vous pour faire plaisir parce que surtout, on est dans un pays francophone. Tu dis oui juste pour qu'on te foute la paix, en vrai. C'est ça, exactement. Très bien. Et surtout dans des pays francophones, on a du mal à dire non. On n'a pas envie d'être en France, on n'a pas trop envie d'aller dans la confrontation, donc on va dire oui, comme tu dis, pour qu'on foute la paix. Sauf qu'après, du coup, la personne, elle va t'annuler. Donc ça s'appelle pas du rendez-vous et c'est de la perte de temps pour rien. Donc, et ça t'a fait vachement perdre de temps en plus. C'est ça. Donc, vaut mieux avoir une vraie conversation avec quelqu'un, une vraie discussion, déclencher encore une fois une discussion et avoir quelqu'un qui dit non, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Et avoir des gens qui disent oui, ça m'intéresse. Ce sont des gens qui vont être présents pendant le rendez-vous, etc. Donc ça, c'est la première chose. Sur la construction du call, les scripts, il y a évidemment des règles. Première règle au départ, c'est faire en sorte de lever le malaise. Donc pour moi, je l'utilise plutôt en mode justement demander le consentement parce qu'il y a toujours un malaise en fait de j'ai envie de raccrocher là en fait. Donc il faut avoir un peu l'attitude qu'on a dans la vie. C'est-à-dire faut pas se mettre en mode genre là je suis en train de faire du commercial, je suis crispée. C'est horrible. Je vends mon âme au diable. Voilà, il faut avoir une attitude de bonjour, est-ce que vous avez passé une bonne journée comme vous aimeriez qu'on vous parle en fait. Ça c'est très important. Deuxième chose, quand on a levé le malaise, c'est être pertinent tout de suite. Pourquoi vous contactez la personne et pourquoi vous la contactez maintenant? Donc, de la même manière qu'on fait un email. Ensuite, c'est bien d'agrémenter tout ça avec une question pour déclencher la conversation. Donc, une question pour le coup plus ouverte que fermée. Donc, ouverte, où on peut pas juste répondre par oui ou par non. Parce qu'autrement, ça casse la conversation à l'oral. Et ensuite, du coup, on essaie d'avoir une conversation avec la personne pour voir effectivement si on peut avoir un rendez-vous ou si on peut continuer la conversation. Et puis, avec un call to action. Et là, du coup, il faut vraiment identifier qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez un rendez-vous? Est-ce que vous voulez que la personne s'intéresse à un de vos contenus? Donc ça, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Moi, par exemple, un truc que je fais souvent, c'est dire, bon, surtout quand on vend, par exemple, un SaaS ou un service où il y a quand même besoin de voir, en fait, avant de dire si ça m'intéresse ou pas. Moi, souvent, le truc que je fais, c'est, voilà, bon, moi, j'ai quelques ressources, notamment une vidéo que je pourrais vous présenter, mais je voulais savoir d'abord si c'était pertinent avant de vous l'envoyer. Donc, en fait, en gros, en plus, j'ai vraiment cette attitude de dire, j'ai pas envie de vous spammer pour rien. Je voulais vous appeler pour voir en fait si c'était OK que je vous envoie ça, si ça faisait sens, si ça fait pas sens, c'est pas grave. Généralement, les boîtes, elles vous disent ne perdez pas votre temps ou non, au contraire, envoyez-moi ça et si ça m'intéresse. Ils te donnent une réponse.
Il T'es te donne il te fixé. donne réponse. C'est fixé. Donc pour moi, ça c'est des choses et cetera importantes à voir et puis si je devrais donner un conseil un peu plus global, moi, alors c'est une sales de Salesforce qui m'a donné ce conseil. Quand je fais du Ouh! call, j'ai un truc en face de moi, où il y a écrit: «It's not personal». C'est pas personnel, parce qu'en fait, quand on se fait envoyer balader et ce qui va vous arriver, en fait, il faut avoir parfois c'est dur, il faut s'accrocher et donc de dire: «Voilà, c'est pas personnel. C'est pas C'est contre pas vous. toi, c'est pas contre moi. C'est pas contre ton produit, la personne, de toute façon, elle te connaît pas ton produit, elle connaît pas l'ampleur de la valeur que tu peux apporter. Elle sait pas ce que tu fais avec tes clients, elle te dit non. On sait pas, peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée, Oui, peut-être ou elle qu'elle te a dit non parce eu, qu'elle a pas besoin aussi, hein. On peut te dire non parce que tu effectivement, as pas besoin. parce qu'elle a pas besoin ou parce Ah, que j'aime effectivement bien ça, c'est une bonne idée. It's not personal, c'est pas c'est pas personnel. personnel. Voilà, après pour ceux qui veulent le faire en français, moi je le mets en anglais, mais du coup, Oui, mais ça marche dans les 2 langues, hein. ça marche pareil. Et du coup voilà. Mettez-le parce que quand vous voyez, moi ça m'arrive tout le temps de me faire envoyer bouler, puis il y a des gens qui sont pas très sympas. Je Non, lève mais c'est les yeux sympa de nous et partager ça parce que tu vois, toi, tu es quand même une grande professionnelle de la vente mmh, à tous les stades et qu'une grande professionnelle comme toi dise, mais ça m'arrive à moi aussi. ah bien sûr, Je pense que quelque part, tu vois, on se dit, ok, donc en fait, si ça m'arrive à moi, c'est normal puisque déjà des personnes dont c'est le métier ou en tout cas qui a des grandes compétences là-dedans et beaucoup d'expérience, ça lui arrive aussi. Bah, c'est aussi normal que ça m'arrive à moi, que je sois commercial ou que je sois dirigeant commercial parce qu'il y a aussi beaucoup de dirigeants d'entreprise, que même s'ils ont une équipe, c'est encore eux qui font le commercial et qui peuvent se dire bon bah c'est pas mon job, mais finalement si ouais. Laetitia aussi se prend des vents, bah On je se prend peux tous des vents, accepter de m'en prendre. les gens qui vous disent qu'ils se prennent pas de vent, c'est un non, surtout pas. Voilà, en vrai, il y a des gens qui ne supportent pas et ça, faut avoir ça en tête. Il y a des gens qui ne supportent pas être prospectés. Donc c'est pour ça, en fait, que je vous parlais de multicanal. C'est que vous avez des gens, l'idée, c'est pas juste d'avoir plusieurs touches, c'est que vous avez des gens, il faut vous mettre à la place de vos clients. Il y a des gens qui aiment être approchés ils ont leur canal préféré. Il y a des gens, moi, que je leur pose la question, d'ailleurs, après un rendez-vous, par exemple, je pose souvent cette question de dire, écoutez, si on reste en contact, si je vous envoie des choses, par exemple, parce que je l'ai pas, c'est pas le bon moment, etc., quel est le meilleur canal pour vous contacter, etc. Et vous avez des gens qui font surtout pas le téléphone, s'il vous plaît. Envoyez-moi des choses sur LinkedIn ou par email. Moi, je regarde mes emails parce que ça me permet de m'organiser. Et en fait, quand on a ça en tête, on se dit, bah, en fait, je vais sur tous les canaux. Parce Ouais. que du coup, ça se trouve, il y a un canal que, votre client préfère. Donc Il- voilà. Donc et je trouve que évidemment, ça vous c'est une bonne idée de lui demander en fait. alors ça pour moi, quand vous avez un rendez-vous, c'est après, parce que du coup, je t'avais parlé du coup des canaux, pour prendre un rendez-vous, mais il y a une chose qu'aujourd'hui, tu me parles de vendre en 2025 que les boîtes vont devoir faire. En 2024, vous avez parlé à plein de gens. Vous avez parlé à plein de gens que vous avez pas signés. Ces gens-là, si vous leur avez parlé, c'est que c'est des potentiels clients. Et donc, il faut faire un truc qu'on appelle le nurturing. Et généralement, le nurturing, on pense beaucoup nurturing marketing. Mais il y a aussi également le nurturing que j'appelle commercial. C'est très dur de dupliquer une relation. C'est-à-dire que vous avez eu une relation, vous avez échangé avec quelqu'un, du coup, vous envoyez à une autre personne pour envoyer, ou vous mettez une personne dans une newsletter, ça marche pas vraiment. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'en 2025, ce qui va beaucoup fonctionner, vous avez, je pense, tous des milliers d'euros dans votre CRM, si vous en utilisez un, j'espère. Donc du coup, revoyez les gens, effectivement, avec qui vous avez parlé, mais ne faites pas d'approche type, on s'est parlé il y a 6 mois, ce serait bien qu'on se reparle. Non, non. Ces gens-là, il faut ce qu'on appelle, du coup, les nurturer et les engager. Donc avec du contenu que vous avez pu produire, grâce à du marketing. Ça peut être un coup de fil, typiquement, je passe un coup de fil, donc c'est du warm call, mais on s'était parlé de ça il y a 6 mois. Là, je viens de finir un truc avec un client. Voilà ce que j'ai mis en place. On a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Je voulais vous partager un petit peu un use case. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Cette personne-là, le jour où elle a besoin de vous, vous restez top of mind, c'est toujours le même principe, hein. Exactement. Et Merci. voilà. C'est le même principe et du coup, elle vous Merci. appellera. Donc Et ça aussi également, c'est une manière d'avoir des rendez-vous et de cultiver et d'avoir un pipeline Et toujours d'où rempli. l'importance aussi de travailler sur, alors je dis pas tous, mais quelques études de cas, quelques use cases bien choisis. Après, si c'est trop de clients ou parfois on a des clients, on se dit ça vaut pas forcément le coup de faire un use case, c'était bien, mais ça apporte pas plus de valeur que ça. C'est pas grave, mais choisissez-en quelques-uns et faites-en. Ne sortez pas éternellement le use case qui date de 2018 parce que c'est voilà, au bout d'un moment, on est en 2025. C'est pas une bonne image de sortir un truc aussi vieux d'ailleurs. Hein, Je suis sortez pas des d'accord. cartons. Mais moi, j'adore cette technique. Je trouve ça hyper pertinent de se dire on va réactiver en fait
Toi, tu parlais de 2024. Moi, j'ai envie de te dire, même si c'est 2023, c'est pas si grave. Hein. On a le droit, si c'est des cycles de vente longs, Bien sûr. on peut réactiver un peu avant. Et ça, c'est un truc que je dis très souvent à des prospects ou à des clients, c'est là qui veulent la génération de leads à tout prix. Je dis, mais déjà, allez taper, excuse-moi, c'est pas très joli comme expression, mais Ouais, mais allez oui, déjà taper dans ceux qui sont dans votre base de données et que vous complètement. n'avez pas activé depuis un moment, quoi. Ah oui, Exactement. mais ils voulaient pas de nous. Je sais, mais ils voulaient pas de vous à ce moment-là. C'est Exactement. un non un jour, c'est pas un non toujours, en fait. Exactement. Donc Exactement. Et c'est un merci gros pour eux. vivier. C'est un gros vivier. Et comme tu dis, faire vivre ces use cases, ils peuvent être vécus parce que généralement les gens ils vont prendre la facilité, ils vont envoyer un use case par mail ou par LinkedIn. Prenez votre téléphone et avoir cette approche-là de dire bon voilà, on avait parlé de ça il y a 6 mois ou il y a un an, etc. Ça m'a rappelé effectivement que vous aviez cet enjeu-là ou en tout cas que vous n'étiez pas encore prêt, etc. Mais je voulais vous juste partager ce que j'ai mis en place avec un client, etc. Il avait ça, etc. Est-ce que ça vous intéresse que je vous en dise plus et qu'on se prenne 15 minutes, voilà. Là, vous avez à nouveau un rendez-vous. Donc c'est aussi également donc savoir travailler sur du vraiment à froid, donc comme on a vu, l'email, le téléphone, LinkedIn, mais aussi également savoir nurturer et pas attendre de faire du nurturing. En fait, je vous mets dans une newsletter et on laisse, Moi, j'appelle voilà. ça du tiède. J'appelle ça la Bien prospection sûr. tiède, la warm. Exactement. Exactement, exactement. Et ça passe bien comme message. Alors, tu nous as parlé du téléphone, tu nous as parlé de l'email, de LinkedIn, et en tout début d'épisode, tu nous as parlé des événements et des salons. Ouais. Ça, Là, c'est mon moi, ce que j'appelle le marketing à la papa, hein, voilà. Mais en vrai, ça n'est pas mort. Et au contraire, d'ailleurs, je pense que voir des gens en vrai, et ben, en plus, il y a c'est... il y a il y a 2 jours, en fait, je parlais avec une personne qui a une agence et qui me disait qu'en fait, tous ses rendez-vous, elle les avait grâce, 1 au déjeuner, 2 à des événements qu'elle organise et que ça lui coûtait pas si cher que ça. Donc pour moi, en fait, c'est un peu ma prédiction un peu 2025. Je pense que un des formats qu'il faut développer, c'est la partie événementielle. Alors, quand on parle d'événementiel, les gens pensent que c'est, tout de suite, je vais devoir faire un énorme événement, et cetera, et cetera. Ouais. On peut faire des petits événements. Genre le stand à 50 000. Voilà, non. Pour moi, effectivement, il y a 2 stratégies sur les événements. Il y a la stratégie, dans mon activité, il y a 2-3 salons qui sont pertinents, sur lesquels je dois absolument aller. Donc ça, à mon avis, vous le savez. Donc il faut faire des choix. Peut-être que ça peut être un seul salon, vous y êtes, vous le préparez vachement en amont, c'est-à-dire que vous savez exactement qui vous allez rencontrer, vous travaillez votre pitch de la même manière qu'on l'a fait là pour, l'email, le call, et cetera, pour être pertinent, pour ne pas perdre de temps. Et Vous si vous avez un petit budget, vous prenez une keynote, vous prenez une Par prise de exemple. parole, vous en profitez pour inviter des prospects, des clients. Et même si c'est pas des prospects, des clients, c'est toujours une accroche géniale. Après, les gens viennent vous voir pour vous, si le contenu est bon, mais Bien sûr. débrouillez-vous quand même pour que le contenu soit bon. Et en général, ça brise pas mal la glace. C'est vraiment un super truc. Moi, je trouve qu'il faut toujours mutualiser. Hein. Si t'as un peu de budget, après tout le monde peut pas le faire. Hein, Ouais. Non, mais mais tu as vraiment raison et après, la en plus préparation des salons, c'est hyper important, quoi. mais tu as raison et puis en plus, là, tu m'as donné une idée. C'est qu'aussi également, si vous faites une keynote, ça peut être une occasion aussi d'inviter des prospects à vous, qui viennent pas forcément dans l'événement, mais de dire: «Bah, voilà, je fais une intervention à tel endroit et cetera et cetera. Si ça vous intéresse, je passe à tel moment. Je sais pas si vous avez prévu d'aller dans ce genre d'événement, mais voilà». Ça peut être aussi également une accroche, un Ouais. contexte pour pouvoir recontacter des gens. Donc ça, c'est pour moi, c'est le premier niveau qui est, voilà, vous avez identifié un salon. Deuxième niveau, c'est vous-même qui êtes organisateur d'événements. Quand je parle de ça, c'est que ça peut être un petit truc où vous ciblez, je sais pas moi, 4-5 ou voire 10 personnes, clients que vous voulez inviter. Alors là, du coup, c'est peut-être plus Sandy qui va aider là-dessus. Où vous allez travailler sur un contenu qui va apporter de la valeur, et cetera. Vous invitez ces gens, petit déjeuner, apéritif, peu importe, en fonction, voilà. Ça a pas besoin d'être cher. Vous pouvez soit effectivement, moi j'ai vu des événements comme ça se créer avec 100 € de budget, hein, juste pour avoir, voilà, une petite collation, et cetera, et cetera. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est de pas faire en sorte de l'envoyer sur LinkedIn. Voilà, je fais une invitation à Ah tout bah le non, monde, là c'est mais de exclusif. faire voilà, exclusif, de faire un mail à des gens. Je vous ai invité, voilà ce que je vais préparer, je vais vous aider à faire ça, parce que je sais que les boîtes comme vous peuvent avoir ce problème. Voilà, à la fin, vous repartirez avec ça. On fait un événement, on invite le jour J, on essaie d'apporter énormément de valeur et à la fin, ce qui marche très bien aussi également, c'est d'envoyer aussi également une petite ressource bien travaillée, bien chartée, à la fin en disant, bah, parce que les gens font beaucoup d'événements, font beaucoup de trucs, voilà les éléments, il faut que ce soit le plus actionnable possible. Et généralement, je vous le dis, toutes les boîtes que j'ai vu faire ça, et moi-même, j'ai participé à ce genre d'événement là, il n'y a pas très longtemps, où voilà, je voyais les gens transformer un tiers des personnes présentes. C'est énorme. Donc, si vous Ah avez, ouais. par exemple, 5 personnes, vous transformez 2 clients sur 5. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement rentable. Ça vous a pris une demi-journée, un peu de travail,
Mais bon, là, je pense que Sandy, Alors, c'est un peu de travail, mais finalement, le plus gros du travail là-dedans, c'est quand même la production du contenu, ça Ouais, voilà. exactement. Mais qui t'empêche derrière d'en inviter 5 autres et de leur servir le même contenu? Exactement, exactement, exactement. Du coup, J'ai envie de dire que ça deviendra de plus en plus rentable en fait, exactement. et rentabilisé si tu fais Et surtout ce d'autres événements. contenu, voilà, ça c'est ton expertise, mais surtout ce contenu, tu pourras, le transformer, le réutiliser, sur d'autres types de formats, Oui. et cetera. Donc En plus c'est du léger, temps, parce voilà. il faut pas que les personnes présentes, elles aient l'impression d'avoir été un peu, grugées, Ouais, du style, en bien sûr, fait, bien sûr. j'ai le droit à la Ah même non. chose que tout le Ouais, monde. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est qu'ils peuvent poser des questions. Alors le type de contenu, je pense qui fonctionne bien, il y a beaucoup de demandes, c'est, tous les retours d'expérience. Si même tu as un client qui Ouais. peut partager, voilà comment on a fait, mais en mode vraiment détail, pas un truc superficiel que finalement tu peux aller, trouver sur YouTube, seul, quoi. Il faut que ce soit et à mon avis, la grosse valeur, c'est que tu peux poser tes questions. Tu peux me poser tes questions. Tu peux avoir une proximité, tu peux développer la confiance parce que souvent c'est pas une question de produit, c'est aussi la confiance et en fait passer un peu de temps avec une personne comme ça, de se dire: «Putain, cette personne est smart, j'ai envie d'être accompagnée avec elle». On arrive plus ou moins à se projeter et la vente elle est déjà faite. Donc pour les gens qui ont un peu de problème sur la partie closing, je pense que c'est un bon moyen de générer des leads et en même temps closer Alors, tu as closer le des côté smart et tu as aussi, je trouve que le côté émotionnel, c'est que tu vis une expérience, ouais. en vrai. Peut-être que la personne n'est pas que smart, elle est aussi, sympa, tu vois? Mmh. Et on le sait aujourd'hui, oui, je parle pour moi parce que moi, je suis quelqu'un de très je suis smart et sympa, mais toi aussi d'ailleurs Laetitia, tu es Ouais, smart et merci. sympa. Mais en fait, la réalité, c'est qu'au début, tu peux trouver quelqu'un de smart, mais pas forcément te voir travailler avec parce que tu connais pas spécialement la personne. Mais du fait de le voir dans un autre contexte, qu'il y ait d'autres personnes, de l'avoir échangé, rebondir, réagir et peut-être boire un verre ou un petit déjeuner comme tu disais, hein, on n'est pas là pour, faire picoler les clients non plus. En fait, tu crées une expérience et tu crées un moment avec elle qui va de toute façon, si ça se passe bien évidemment, te mettre au-dessus des autres. Ouais, exactement, exactement. Du coup pour moi c'est vraiment un en fait, en termes de rentabilité, je trouve que et en termes de cycle de vente, généralement, c'est des cycles de vente qui sont très, très courts et donc qui sont très rentables. Donc pour moi, en fait, en 2025, je pense que intégrer ce canal-là en plus des canaux, on va dire, plutôt online, intégrer ces canaux plus offline. Donc comme tu dis, canaux à la papa, bah oui, mais en même temps, je pense qu'en Non fait, mais, en je rig 2024 en 2025, je pense qu'il faudra avoir plus ses clients, aller en physique. C'est ça qui va faire un peu la différenciation parce que tout le monde est en ligne et il y a ce côté un peu impersonnel, qui est voilà, qui est un peu légion en ce moment, quoi. Eh ben, je vais rebondir là-dessus pour te partager, quelque chose de tout à fait vrai, une anecdote. C'est que, récemment, j'étais, sur un événement à Paris et il y a un client à nous, alors un client avec lequel on a travaillé par le passé, mais qui n'est plus, client aujourd'hui et on découvre qu'on est sur le même événement. Je suis: «Ah mais trop bien!» On essaye de se voir et en fait, malheureusement, c'était un gros événement, on n'est pas arrivé à se voir à l'événement parce qu'il était super content. Il fait: «Ah, vous êtes ici?» Et je lui ai envoyé, je fais: «Ah bah, je suis désolée, mais faisons un catch-up, prochainement, discutons, téléphone ou visio» et en fait, il m'a dit: «Non, en fait, je veux plus faire de visio», globalement, il m'a fait comprendre que si je voulais le voir, il fallait que je vienne le voir en physique, en vrai. Et ben voilà. Gentiment, il a pas été, Ouais, bien sûr, désagréable, bien hein, sûr. mais je pense aussi que peut-être on pourra pas le faire avec tous les clients, mais peut-être c'est ce qui fera la différence sur ta motivation. C'est-à-dire Exactement. que peut-être ceux qui iront, ce seront les plus motivés. Après, il faut maîtriser tes coûts. Il y a aussi un coût écologique. Tu peux pas te permettre d'exploser, de prendre l'avion tous les 4 matins pour aller voir un client. Mais peut-être pour lui, sa manière de dire, c'est si tu es motivé, tu viens me voir Viens me et puis voir, là, ouais. on discutera. Non, mais je trouve ça hyper intéressant et après en vrai, comme tu disais, enfin ça revient sur la discussion du début. C'est-à-dire que vous avez divisé votre segmentation, de prospection en 3 pardon. Donc c'est votre tiers 1. Votre tiers 1, vous pouvez mettre l'effort de se dire: «En fait, sur ces boîtes-là, je vais aller me déplacer en physique». Pour certains, en tout cas pour ceux que c'est important. Pour moi, c'est toujours poser la question, tu vois? Genre là, tu as posé la question, tu lui as dit: «Bon, on va se catch up», il t'a répondu. Donc ça peut être poser la question: «Est-ce que pour vous le physique, voilà, vous avez préféré me voir physiquement?» Il y a des boîtes en fait qui vont vous dire non parce qu'aussi ils vont voir aussi leur intérêt de la visio, ça reste plus simple, hein, mais je pense qu'en tout cas, ce type d'événement, c'est une occasion de rencontrer les gens, c'est une occasion de marquer les gens et dans un contexte où tout est online, dans un contexte où tout est IA, dans un contexte et cetera, je pense que voilà, dans les moments où on va remettre un peu d'humain, ça va faire sa différence. En tout cas, ceux qui vont le faire, ça va faire sa différence. Voilà.
Alors moi, j'aime beaucoup cette alternative que tu proposes parce que, par exemple, je pense qu'on est nombreux, mais moi, je fais partie de ces gens-là. Je suis pas quelqu'un du tout à l'aise, par exemple, dans les événements networking. Pour moi, c'est une vraie souffrance parce que faut faire plein de small talk et Ouais. je suis pas câblée. En général, moi, je suis la fille qui te dit, est-ce qu'on peut aller plus vite sur cette partie pour aller à la partie intéressante de la discussion? Parce que c'est difficile, mais tu vois, si tu es un peu comme ça, que tu sois dirigeant commercial ou tout commercial toi-même, tu peux suggérer de dire, bah, plutôt que de se braquer plein d'événements où finalement, à part se souhaiter bonne année jusqu'au mois de février et puis après te demander si tu pars au ski, on fait un truc plus intimiste et on Ouais. a quelque chose qui est plus, on va dire, une vraie relation qui se crée, quoi. Après, un truc, aussi également comme idée d'événement que vous pouvez faire, parce que là, on a parlé aussi également de contenu que vous pouvez apporter. Un truc, typiquement que pas mal de gens font, vous pouvez inviter une personne qui est une référence sur un sujet. Donc, je sais pas, j'invite une DRH et une autre personne pour, parler de ce sujet-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui marche. Si par exemple, voilà, vous êtes un peu, pris par le temps pour créer un contenu et cetera, vous pouvez vous servir de d'autres personnes qui sont toujours très contents de pouvoir avoir une tribune et cetera, pour pouvoir organiser un mini débat, une mini discussion sur un sujet qui peut intéresser vos clients. Vos clients seront reconnaissants. Ils seront plus enclins à venir parce qu'ils se disent: «Bah, je vais pouvoir rencontrer des pairs» et c'est pas tout le temps, qu'ils peuvent le faire. Donc ça aussi, ça peut être une idée aussi également d'événements que vous pouvez construire et c'est très rapide, hein. Ça peut être de 4-5 personnes et vous faites venir, une DRH ou je sais pas, ça dépend de votre cible évidemment encore une Oui, fois. oui, vous étudiez. Voilà. Mais du coup, toujours quand même dans un comité restreint. On n'est Ouais, pas là pour avoir 300 personnes non plus. toujours Ouais. dans un comité restreint. Vous pouvez inviter, une dizaine de personnes, une dizaine de clients en disant: «J'organise une discussion parce que ce sujet nous intéresse et cetera. On invite des clients, mais on veut aussi inviter des gens extérieurs». Par exemple, typiquement, ça peut être aussi vous inviter déjà vos clients, existants et cetera. Voilà, c'est un petit truc de 10 personnes. Ça rentre en fait dans, une salle. Vous avez toujours des amis, je dis ça parce que souvent les gens se disent: «Ouais, mais en fait, le lieu». Nous, par exemple, avec un collectif, on fait des événements. Je pense que tous les lieux qu'on a eus, c'est des lieux de potes. On a toujours des potes qui sont dans des boîtes et dans leurs boîtes, comme il y a beaucoup de télétravail et beaucoup de salles vides, ils posent la question à des gens. Les patrons généralement des boîtes, bah, quand il y a des événements, corporate, ça les dérange pas du moment où vous faites Oui, pas une bah, teuf. au pire, il y a des Heu, remerciements qui sont faits et puis voilà, hein. c'est ça exactement, vous faites une petite intro en disant: «Bah, je remercie, enfin, Conto par exemple de nous avoir accueillis» et cetera et cetera. Bref, donc du coup, c'est quelque chose qui a de la valeur, donc pensez à ça parce qu'il y en a certains peut-être qui vont se dire: «Ouais, mais ça me demande du budget». Non, demandez à vos potes autour de vous, il y a plein de salles disponibles. Les gens, ils utilisent plus du tout les bureaux, en Beaucoup 2025-2024, moins. voilà, beaucoup moins et donc du coup, bah, en fait, ça c'est un moyen de rentabiliser, de faire Ah, de merci faire pour payer le votre voilà. merci pour les tips. Bon alors, moi je pense qu'on est quand même bon sur comment on vend Ouais. en 2025, hein, on va y arriver, hein, croyez en vous et ne le prenez pas personnellement, hein, n'oubliez pas, il y a rien de Ah, personnel. exactement. Il y a rien de personnel et puis voilà, en fait, faut juste faire les choses, quand c'est une période de crise, moi, ce que j'aime bien dire, faut revenir aux fondamentaux. Tu l'as dit très bien, avoir un bon produit, connaître sa cible, savoir, Une à belle qui, offre, en qui un je la bon vends, avoir un positionnement. positionnement et Ouais. cetera et oui, plein de choses changent. Peut-être que l'IA va transformer la manière de vendre. Pour l'instant, on se prend pas la tête là-dessus, on revient sur des fondamentaux, on prend son téléphone, on écrit des beaux mails, on On utilise tous les s'intéresse, on s'intéresse on vraiment analyse sa et cible et on essaye de vraiment les aider et pas juste de vendre. exactement et ça marchera tout le temps, je pense, dans tous les temps, même dans 10 ans, même si demain, on va devoir vendre dans le métaverse, j'en sais rien, mais ça marchera. Il y aura toujours ces fondamentaux, quoi. Donc Bon, voilà. peut-être qu'on fera un épisode en 2026 sur le sujet. Pour l'instant, on va rester là. Un grand merci, Bah, je t'en prie. Laetitia d'avoir partagé, tout ça. À tout le monde alors déjà, Laetitia pour te suivre, toi, bah, tu as le podcast Vendu que Ouais, j'invite à écouter si vous voulez, encore plus performer sur tous les sujets de la vente parce que là, on a abordé qu'un tout petit maillon de ce que de l'expertise de Laetitia. Il y a également sur LinkedIn où tu ouais, publies beaucoup de contenu. ouais, Est-ce qu'il y a d'autres, exactement. Non, ça suffit. Bah, il y a LinkedIn, il y a mon podcast et du coup, ma chaîne YouTube, aussi également, ah, ben qui voilà et aussi la chaîne Just YouTube, Laetitia Fall. Ouais, Just on Laetitia met Fall. on Voilà. mettra tout, dans les ressources, de l'épisode. OK. Bah, écoute, très bien. Merci beaucoup Laetitia. Je t'en prie et merci à toi.